m'appelle Gilles Salva, comme on vient de vous le dire, et puis donc j'ai la chance de diriger un très beau laboratoire qui se trouve un petit bout derrière, là, un autre bout à 1 kilomètre à peu près sur le site de Bosmen, et qui travaille sur les pathologies animales, essentiellement les pathologies des volailles, un petit peu des lapins et puis des cochons, et aussi la sécurité sanitaire des produits issus de ces productions. Puis on a aussi un autre morceau du laboratoire qui se trouve à côté de Brest et qui travaille sur la pathologie des poissons. Et puis, comme on vous l'a dit, pour l'ensemble de l'ANSES, je suis aussi directeur de la santé animale et du bien-être des animaux. Donc, c'est une mission d'animation scientifique, on va dire, et de coordination. Et je m'intéresse aux tous les problèmes de santé animale, même si je vais vous parler aujourd'hui de sécurité sanitaire des aliments, ce qui est mon premier métier, puisque, j'allais dire, quand j'étais chercheur, je fais encore un peu de recherche, mais pas beaucoup. Mais quand j'étais vraiment chercheur à la Paillasse, c'était essentiellement mon métier de m'occuper de la sécurité sanitaire des aliments. Donc je vais essayer de vous parler de comment émergent un peu les nouveaux problèmes qu'on peut avoir avec l'alimentation, sachant que la perception qu'on peut avoir quand on lit la presse, c'est qu'on est entouré de risques, de dangers d'abord, de risques ensuite, et que c'est très dangereux de manger. Alors je vous rassure tout de suite, certaines populations dans le monde peuvent en témoigner, c'est beaucoup plus dangereux de ne pas manger, en tout cas de ne pas manger à sa faim. Et on a la chance quand même, j'essaierai de vous le démontrer, d'avoir un niveau de sécurité qui est quand même bon dans les pays d'Europe et en particulier en France. Et puis, il y a quand même des choses qui peuvent émerger, des choses qui sont plus ou moins dangereuses. Et puis, je vais essayer de vous montrer comment nous, on les détecte, comment on met au point des méthodes pour les détecter au plus tôt, au moment de l'émergence, et éviter qu'elles se propagent et qu'elles arrivent dans vos assiettes. Et alors, justement, parmi les facteurs d'émergence des nouveaux risques alimentaires, alors, je parlerai surtout, moi, des risques liés aux infections microbiennes, virus, bactéries, parasites. Il y a aussi des risques qui sont liés aux allergies, les allergies alimentaires. Je ne vais pas en parler ce soir parce qu'on n'a pas trop le temps, mais si vous avez des questions, je pourrais y répondre sur le sujet. En fait, ces risques, ils apparaissent à la fois parce qu'on a aussi un changement des comportements alimentaires. On va de plus en plus en restauration collective. On a une commercialisation plus large des produits. Avant, quand l'œuf de la basse-cour était contaminé, ça contaminait le propriétaire des poules, voire ses voisins, quand il en donnait un peu à ses voisins, ou ceux qui venaient s'approvisionner sur le marché local. Maintenant, quand un élevage de 150 ou 200 000 poules pondeuses est contaminé, les œufs vont être diffusés dans toute la France et il y a quelques chances d'avoir des foyers un petit peu partout. Voire en Europe, dernièrement, on a eu une grosse toxi-infection dans toute l'Europe avec des œufs, ce qui est plutôt rare maintenant parce qu'on a fait beaucoup de progrès sur la qualité des œufs. Et cette grosse toxi-infection, c'était des œufs qui venaient d'Allemagne. Et il y a eu des cas en Autriche. On comprend bien, il y a quelques échanges entre l'Autriche et l'Allemagne, mais il y a aussi des échanges avec la France. On a eu quelques cas en France, il y en a eu aux Pays-Bas, il y en a eu en Espagne, etc. Donc maintenant, on a beaucoup de problèmes qui peuvent être européens, là où au départ, voire mondiaux pour certains cas, là où au départ c'était plus localisé. Donc c'est aussi un effet de loupe qu'on a avec ces nouveaux comportements alimentaires et commerciaux. On a aussi un changement de la présentation des produits. Il y a des produits qu'on consomme crus, qu'on consommait cuits encore il y a quelques années. Voilà. Par exemple, le poisson cru, c'est quelque chose qui est relativement récent dans la consommation des Français. Par contre, au Japon, ça existe depuis des millénaires. Et donc, les risques auxquels on est confronté, le Japon, par exemple, avant, il y a 30 ans, était un des seuls pays au monde à avoir des toxi-infections humaines avec une bactérie qu'on appelle Vibrio parahemolyticus. Je vais prononcer plein de noms qui sont imprononçables, je vous rassure. Mais c'était pratiquement le seul pays au monde où on avait ça. Puis on commence à voir arriver ça dans tous les pays qui consomment des sushis, en fait, parce que c'est quelque chose qui est amené par le poisson cru. Donc ça, c'est le changement de la préparation, de la présentation des produits. Il y a le changement de la sensibilité des populations aussi, à force d'être dans un univers qui est un petit peu plus aseptisé, avec force d'être moins, on va dire, challengé en anglais, ou éprouvé, on va dire, par le contact avec des bactéries de l'environnement, avec des bactéries pathogènes sur les animaux. On a moins d'anticorps contre ces bactéries, et quand on est confronté la première fois à ces bactéries, on a effectivement on est plus sensible, en fait, on se défend moins bien. Et ça se voit très bien dans les pays, par exemple les pays nordiques, qui ont un niveau d'hygiène un petit peu meilleur que le nôtre, il faut le dire. Ils ont moins de toxi-infections liées à leur production alimentaire. Par contre, ils voyagent mal.
hein. Un Suédois qui voyage, c'est souvent un Suédois qui revient chez lui avec une diarrhée. Donc, parce qu'ils sont moins éprouvés, on va dire, par leur environnement. Donc c'est pas forcément, ce qu'on recherche, c'est pas forcément la stérilité des aliments, heureusement, hein, on ne mange pas que des conserves, ça a d'autres désavantages. Et on a un niveau de sensibilité qui peut correspondre aussi aux bactéries qu'on a rencontrées avant dans notre histoire. Et on voit bien d'ailleurs, nous aussi, quand on va en Afrique, on peut être malade avec un banal colibacille, ce qu'on appelle la tourista. Ça nous rend malade pendant une semaine et ça gâche un peu les séjours touristiques souvent, alors que les populations locales ont été très jeunes en contact avec cette bactérie. Souvent d'ailleurs, beaucoup de mortalité infantile avec les diarrhées. Il faut dire aussi que ça aussi, on a beaucoup progressé là-dessus. Mais les adultes sont beaucoup moins sensibles de fait parce qu'ils ont des anticorps. Alors, le changement climatique aussi va intervenir dans l'émergence de risques alimentaires, mais aussi de risques d'autres pathologies, hein, notamment les pathologies qui sont transmises par des moustiques ou par des petits moucherons qu'on appelle les culicoïdes, qui peuvent remonter du sud vers le nord de plus en plus, ou certains qui peuvent remonter à la faveur d'importation d'animaux, d'importation de fleurs par exemple, hein, où on peut avoir des moustiques dedans, et on a des virus dans ces moustiques ou dans ces moucherons qui vont s'adapter à des espèces locales de moustiques ou de moucherons. Et puis on va voir, en ce moment par exemple, on a une maladie qui s'appelle la maladie de la West Nile, donc la maladie du Nil occidental, qui est une maladie qui était essentiellement africaine, qui est remontée en Camargue il y a quelques années dans le sud de l'Italie. Et en ce moment, on a un foyer avec un niveau d'alerte assez élevé en Savoie, parce qu'on a des espèces de moustiques qui portent ce virus de la West Nile qu'on a détecté en Savoie. Et donc, avec le réchauffement climatique, on a des chances de voir ces vecteurs. Peut-être qu'un jour, on aura du paludisme en Bretagne, parce que les moustiques vecteurs du paludisme seront remontés. Enfin, on n'espère pas, parce que là, ça voudra dire qu'on a beaucoup réchauffé. J'espère qu'on va s'arrêter avant. Et il y a l'internationalisation de la cuisine, évidemment. Donc là, après, notamment sur les risques allergiques, c'est important, hein. Des graines de sésame, il y a 30 ans, on n'en consommait pas. Maintenant, on en voit un peu partout. Ce sont des allergènes. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais pour tout le monde, mais chez certaines personnes, on peut développer des allergies, notamment avec ces nouveaux condiments en fait, qu'on va utiliser dans la cuisine. Le développement de la réfrigération, paradoxalement, à la fois, ça a été un bien parce que ça nous a permis de conserver les aliments plus longtemps et puis d'éviter des toxi-infections avec des bactéries dont je vais parler après, les colibacilles, les salmonelles, des choses comme ça. Par contre, il y a certaines bactéries qu'on ne connaissait pas, enfin qui étaient très rares avant chez l'homme et qui ont pu se développer parce que comme on a conservé plus longtemps les aliments et qu'elles avaient cette aptitude à la fois à se développer à 37 degrés, donc notre température corporelle pour exercer leur pouvoir pathogène et se multiplier chez nous, mais aussi de se multiplier à 4 degrés. C'est le cas d'une bactérie qu'on appelle Listeria monocytogenes qui provoque la listériose. Eh bien, cette bactérie, en fait, on a vu monter le nombre de cas chez l'homme avec l'apparition des réfrigérateurs. Et petit à petit, dans les années 60, quand les familles se sont équipées, qu'elles ont conservé plus longtemps les aliments, en fait, on a créé le biotope pour que cette bactérie puisse se développer dans les aliments et qu'elle puisse contaminer éventuellement les gens. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de réfrigérer, hein. C'est quand même la première barrière contre la multiplication des bactéries et ça reste très efficace. Après, il y a des micro-organismes qui vont s'adapter à certaines espèces ou qui vont récupérer dans notre tube digestif. Je parlerai tout à l'heure du tube digestif à la fin de la présentation. Le tube digestif, c'est un énorme fermenteur avec plein de bactéries qui viennent de plein de sources différentes, hein, qui viennent de ce qu'on mange, évidemment, mais qui viennent de notre environnement aussi. Et dans ce tube digestif, dans celui des animaux, les bactéries, elles s'échangent des morceaux d'ADN, des morceaux de gènes, et certaines bactéries, comme ça, peuvent s'adapter à un autre. Alors, c'est encore vrai aussi pour les virus. Les virus grippaux, c'est bien connu. C'est souvent des virus qui viennent du poulet et du cochon, qui recombinent entre eux et qui vont recombiner chez un être humain, s'adapter à l'être humain et puis devenir un virus pandémique, par exemple. Mais c'est vrai aussi pour les bactéries. Je vais en citer un exemple tout de suite. Il y a les modifications des rapports entre l'homme et l'animal. Il y a des bactéries qu'on attrape parce qu'on a changé nos animaux domestiques. Alors, pas forcément nos chiens et nos chats, mais bon, il faut dire, il y a 30, 40 ans, on avait rarement un serpent à la maison. C'est de plus en plus fréquent. Ou une iguane, voire un crocodile, hein. Moi, j'ai une formation de vétérinaire. Je n'ai pas beaucoup soigné d'animaux dans ma vie parce que j'ai tout de suite fait de la recherche, mais quand j'étais à l'école, j'ai soigné un crocodile. Bon, il y a des gens qui ont des crocodiles à la maison, mais de façon plus banale, des tortues, des serpents, des choses comme ça, qui ont des bactéries qui sont différentes des nôtres, mais dont certaines peuvent être pathogènes pour nous, qu'on ne connaissait pas avant, parce que
priori, on n'était pas en contact tout le temps avec des serpents. Donc si vous avez un serpent, évitez de le mettre sur la table pendant que vous mangez. Et puis lavez-vous les mains après l'avoir manipulé. On a aussi alors, deux choses qui sont importantes, c'est qu'on sait mieux détecter les maladies parce qu'on a ce qu'on appelle des réseaux d'épidémiosurveillance, c'est-à-dire qu'on a des réseaux qui vont nous donner des informations qu'on n'avait pas avant. Hein. Avant, on arrivait à détecter une toxinfection quand on avait 500 malades d'un coup. Maintenant, on a des réseaux qui peuvent permettre de signaler des émergences de maladies très vite. Sur les listeria dont je parlais tout à l'heure, on a des techniques de criminologie, hein, des techniques de séquençage de l'ADN qui nous permettent de dresser la carte d'identité génétique d'une bactérie qu'on a chez un patient. Et chaque fois qu'on a trouvé la même bactérie chez deux patients différents, y compris à deux coins différents de la France, on lance une alerte pour voir si ces gens n'ont pas mangé la même chose. Et on compare avec ce que la population générale a mangé dans la même classe sociale, etc. Ce qu'on appelle les enquêtes cas témoins. Ça nous permet de détecter ce qu'on appelle des épidémies. Quand il y a deux personnes, ce n'est pas vraiment une épidémie, on appelle plutôt ça des cas groupés. Mais très vite, sur certaines maladies, on peut détecter rapidement l'émergence d'un pathogène. Alors, c'est pas bien parce que ça fait peur, parce que ça paraît dans la presse, on rappelle des produits, etc. Par contre, c'est très bien en termes de santé publique parce qu'on évite des cas. Et nous, notre rôle, c'est d'éviter des cas et pas simplement de compter les malades. On a aussi des techniques d'analyse qui sont de plus en plus sensibles. Là où on mettait des fois une semaine pour cultiver une bactérie il y a 30 ou 40 ans, maintenant on a des techniques qui, en moins de 24 heures, voire même en moins de 2 heures parfois, nous permettent de détecter l'ADN de la bactérie et de l'amplifier, voire maintenant de la séquencer. J'en parlerai un petit peu pour ce qui est des méthodes d'avenir. Et peut-être que bientôt, on n'aura plus besoin de rechercher une bactérie spécifique, mais on regardera ce qu'il y a dans un aliment ou ce qu'il y a dans le tube digestif d'un animal ou de l'homme, et puis on séquencera tout. On va faire la carte d'identité génétique de tout ce qu'il y a dedans, et puis voir qu'il y a des gènes qui appartiennent à des virus pathogènes, à des bactéries pathogènes. L'avantage de ça, c'est qu'on va détecter très vite beaucoup de choses. L'inconvénient, c'est qu'on va détecter beaucoup de choses qui n'ont pas forcément de signification. Ce n'est pas parce qu'il y a une bactérie pathogène dans un aliment que l'aliment est dangereux. C'est aussi la dose qui fait l'effet, un peu comme les poisons, souvent. Hein. Alors, ce n'est pas toujours vrai. Pour les virus, des fois, il suffit d'un virus pour rendre quelqu'un malade. Pour les bactéries, souvent, il en faut plusieurs centaines, voire plusieurs dizaines de milliers, parfois pour certaines d'entre elles, pour que les gens soient malades. Donc, il faut raison garder, on va dire, sur l'interprétation. Et ensuite, l'autre chose qui fait qu'on parle plus de ça, c'est les médias et la perception que les médias renvoient du risque. Là, j'ai comparé deux événements récents, à la fois au niveau de la presse professionnelle qui s'adresse aux éleveurs, qui s'adresse aux médecins, et de la presse grand public. Le 4 novembre, on a fait une conférence pour annoncer, pour la première fois, on le fait tous les ans, on surveille le niveau de résistance des bactéries aux antibiotiques, ce qui est une chose importante, hein, parce que vous savez qu'il y a de plus en plus de bactéries résistantes. Dans les filières animales, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que consomment les animaux et la conséquence. Et en fait, de cette conférence où on a montré que pour la première fois, on était descendu au niveau historique de 99. 99, c'est l'année où on a commencé à arrêter les additifs comme facteurs de croissance, les additifs antibiotiques. Et on est descendu en dessous de ce seuil qui était le seuil historiquement le plus bas de consommation d'antibiotiques. Donc c'est quand même une performance, c'est bien, c'est plein de gens qui ont bossé derrière pour qu'on fasse ça. On a eu une quarantaine d'articles dans la presse professionnelle, rien dans la presse grand public. 2 jours après, la NSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ancienne AFSAPS, a annoncé une hausse préoccupante de la consommation d'antibiotiques chez l'homme, alors qu'elle avait baissé avant. C'était la fameuse campagne « Les antibiotiques, c'est pas automatique ». Et là, par contre, on a eu plusieurs dizaines de reprises de l'information dans la presse grand public. Alors ça peut vouloir dire que ce que dit l'ANSES, tout le monde s'en fout, et ce que dit la NSM, c'est important. Alors justement, pour vous prouver le contraire, j'ai pris un contre-exemple. Dans le même temps, le 6 novembre, on a présenté un sujet sur le risque lié aux images 3D et aux consoles Nintendo 3DS, etc. Parce qu'on avait posé la question il y a quelques mois là-dessus. Et là, on a eu 240 retombées médiatiques sur ce truc-là. Donc c'est pas que l'ANSES communique mal, c'est qu'il y a des sujets qui intéressent la presse grand public, notamment les trains qui n'arrivent pas à l'heure, et d'autres qui les intéressent moins quand ça va mieux. Finalement, quand on ne dit pas que l'alimentation animale est bourrée d'antibiotiques et qu'on ne sait pas élever les animaux en France, ça les intéresse moins. Bon voilà, c'est juste pour dire que les médias ont parfois un effet de loupe sur des problèmes qui sont importants, hein, et il faut dire quand ça va mal. Bon, c'est bien de dire quand ça va mieux, même si tout est loin d'être parfait, évidemment.